Que vaut l'Europe spatiale? Que l'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, l'Europe est soit l'acteur historique au cœur du secteur spatial international qui brille et a brillé par ses coopérations et son expertise Ariane, ou bien cette grande machine qui a peut-être trop tardé à prendre le virage du New Space et qui perd peu à peu son accès souverain à l'espace, battu par ses retards et l'agilité de ses concurrents, notamment outre-Atlantique. Alors faut-il, oui ou non, opérer une radicale transformation de cette Europe spatiale? Pour en débattre en plateau, nous avons avec nous André Lezecroug-Pietri, président de JEDI, l'initiative européenne pour l'innovation de rupture. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. En face de vous, Éric-André Martin, secrétaire général du CERFA, le comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut des relations internationales. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, je vais commencer par vous, André Lezecroug-Pietri. Vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein quand il s'agit de l'Europe spatiale? Il est totalement vide. Totalement vide. Je verrai une exception, c'est le patron de l'Agence spatiale européenne qui essaye, Joseph Aschbacher, qui essaye vraiment de changer les choses depuis maintenant 2 ans qu'il est nommé. Le problème, c'est qu'il a à la fois des maîtres, donc ses actionnaires, les États membres qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, qui ont d'ailleurs assez peu de vision sur l'avenir du spatial, et une organisation qui est empêtrée dans notamment une chose qui est ce qu'on appelle le retour géographique, qui est que chaque projet doit à la fois être lié à l'excellence scientifique et technologique, mais également faire de la redistribution. Ça, c'est le pire de l'Europe. Je suis je suis vraiment un convaincu de l'idée européenne, mais on essaye chaque fois d'atteindre plusieurs objectifs. Il faut que l'excellence scientifique, le leadership, soit distinct de cette volonté toujours de redistribuer. Résultat, on fait tout assez mal. On va revenir sur ça. Le verre est assez... Et il y a un chiffre qui dit tout, juste peut-être une chose, c'est 2 lancements européens en 2023, 67 lancements de SpaceX seuls depuis le début de l'année. On va revenir sur ces chiffres et le sujet des lanceurs est d'actualité. On l'a dit un peu plus tôt dans cette émission. De votre côté, Éric-André Martin, le verre est plutôt vide, à moitié plein ou complètement vide, en fonction de votre point de vue? Disons que je vais essayer d'avoir une note un peu plus optimiste si on regarde l'avenir. Je dirais qu'aujourd'hui, il doit être bien clair que la question spatiale est au cœur de la plupart des enjeux que rencontre l'Europe, que ce soit les enjeux de compétitivité, les enjeux d'innovation, les enjeux aussi de sécurité et de résilience. Donc je pense qu'il est absolument nécessaire qu'à travers notamment ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, que l'on comprenne bien que le spatial est un élément absolument indispensable pour l'Europe si elle veut continuer à, je dirais, à la fois tenir son rang, en tout cas avoir ses ambitions, et en même temps garder sa place dans la course pour l'innovation et assurer sa prospérité. Plus positif mais lucide quand même sur les nécessités, et donc déjà un premier élément de réponse, il va falloir opérer une certaine transformation. André Lezecroug-Pietri, dans un article paru l'année dernière, vous avez écrit « Les Européens sont souvent sourds et aveugles sur leur propre continent ». J'ai trouvé cette citation intéressante. Ça faisait référence à ce moment-là aux satellites Maxar et Starlink d'observation qui ont joué un rôle et continuent de jouer un rôle dans le conflit ukrainien. Pourtant, l'Europe, elle a développé et mis en service Copernicus, qui est un programme de surveillance et d'observation de la Terre, qui est considéré aujourd'hui comme une réussite, même une grande réussite. Alors, est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin sur votre regard? Pourquoi, pour vous, l'Europe est sourde et aveugle aujourd'hui? Alors, je vais le prendre de manière au sens propre et au sens figuré. Au sens figuré, c'est que, et pour rebondir sur ce que disait Éric-André, c'est le spatial, c'est à la fois révélateur des enjeux, des problématiques de l'Europe à saisir les nouvelles technologies, mais c'est pas un silo. C'est en fait, un peu comme l'intelligence artificielle, une technologie qui est ce qu'on dirait en bon français fondationnelle, c'est-à-dire qui en fait transperce toutes les industries. Aujourd'hui, vous faites de la mobilité, de l'automobile, vous faites de la défense, vous faites de l'agriculture, vous faites de l'observation ou de la décarbonation, de l'observation du changement climatique. On a aujourd'hui besoin du spatial. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore complètement pris conscience à quel point c'est une brique
essentiel de l'avenir de nos sociétés. Et c'est pour ça que c'est vraiment un enjeu clé, c'est que si on n'a pas cette brique, en fait, c'est tous les autres pans de l'économie, la quasi-totalité des pans de l'économie et de nos sociétés qui risquent d'en souffrir. Et sur le sens littéral, sourd et aveugle, c'est cette lucidité. Là aussi, je pense que le mot est exact. C'est il faut arrêter. Il ne s'agit pas d'être pessimiste. Il ne s'agit pas d'annoncer les pires catastrophes. Mais si on ne nomme pas un chat et qu'on ne dit pas aujourd'hui que le programme Ariane est un échec complet, qu'il faut vraiment une restructuration massive de nos agences nationales et européennes, qu'il faut changer la manière dont on utilise l'argent public, notamment en termes d'achat public, et non pas juste de disperser des subventions un peu partout, ce qu'on adore faire, on saupoudre partout, et d'arrêter de se féliciter sur des faux succès, mais vraiment, et enfin dernière chose, d'être lucide sur la temporalité. On en parlera sûrement. Il y a eu dans les derniers jours un rapport assez sinistre sur le petit lanceur, Vega. Vega-C, et en fait, on va avoir 2 ans entre l'échec de Vega et le potentiel. Donc aujourd'hui, on n'a pas compris en Europe que le temps est tout aussi important que l'argent. On a l'impression qu'on a le temps. Et ça, c'est plutôt aussi un message d'espoir parce que souvent, on est un peu impressionné par les milliards que semblent déverser, notamment les Américains. Non, c'est aujourd'hui pas le plus gros qui mange le plus petit, c'est le plus rapide qui est en avance de phase. Et les Indiens nous l'ont bien montré. Alors, c'est quand même intéressant parce que ce que vous dites est vrai. On est en retard. Vous l'avez dit, Vega-C a un retard monstrueux. Ça ne décollera plus avant fin 2024. Pour Ariane 6, on suppose que c'est la même chose aujourd'hui. On ne compte plus le retard d'Ariane 6, mais en l'occurrence, pour Copernicus, c'était un succès européen. C'est aujourd'hui un succès européen. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une tendance à ne pas reconnaître à l'Agence spatiale européenne ces succès technologiques ? J'ai effectivement pas répondu à votre question sur Copernicus. Copernicus a beaucoup appris du programme Galileo, qui lui est également un succès, on va dire, technique. Mais qui a également subi des retards. Je crois que le programme initial, c'est 5 milliards. Finalement, on a dépensé 15 milliards. La constellation donc, de géolocalisation Galileo n'est toujours pas complétée. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un satellite qui casse. On n'a pas de satellite de rechange. Copernicus a appris de ça. Et effectivement, aujourd'hui, Copernicus, sur tout ce qui est observation agricole, catastrophes naturelles, changement climatique, notamment dans les océans, etc., est un outil fabuleux. La question, c'est qui aujourd'hui utilise Copernicus. On n'est pas allé au bout de l'exercice. Aujourd'hui, ceux qui utilisent les données de Copernicus, c'est les grands géants de la tech, et notamment Apple et Amazon et Facebook, qui l'utilisent pour leurs applications. Donc en fait, on a créé une formidable infrastructure, mais avec beaucoup de naïveté, on l'a rendue tellement ouverte et publique, on n'a pas réfléchi à comment est-ce qu'on en crée. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des géants européens ? Il y a quelques sociétés que je pourrais citer qui se débrouillent plutôt pas mal, mais qui restent des nains par rapport aujourd'hui à ce que l'observation spatiale recèle de promesses sur la décarbonation, sur l'anticipation des grands mouvements climatiques. Éric-André Martin, je vous vois réagir à cette question de la naïveté aussi peut-être, et globalement des compétences techniques de l'Europe. Oui, alors, je ne mets pas en cause les compétences techniques de l'Europe parce qu'on a réussi effectivement à bâtir des grands programmes. On a des entreprises qui savent très bien fabriquer des satellites ou travailler sur un certain nombre de niches technologiques. Et donc, on ne met pas du tout, la question n'est pas de mettre en cause leurs compétences. Mais ce qu'il faut voir, c'est le fait que le monde ne nous attend pas. C'est ce que disait un peu André aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien voir qu'on est dans un domaine de compétition économique. Quand vous regardez le prix de mise en orbite d'un kilo de fret, SpaceX a complètement cassé les règles. Et aujourd'hui, avec Ariane 6 qui est encore en phase de test, etc., on sait déjà que quand elle arrivera, on ne sera pas remis au niveau du marché et de nos concurrents. Donc on a un sérieux problème là-dessus. Donc ça veut dire que aussi la question c'est ce sur quoi je réagissais en écoutant André, c'est que le fait que l'avenir se prépare à partir de l'économie de la donnée.
Donc aujourd'hui, on doit être capable de collecter des données, non seulement avec des senseurs dans l'espace, etc., mais on doit être capable de la traiter, on doit être capable de l'analyser, on doit être capable de la valoriser pour développer ce qu'on appelle l'aval du spatial. Et aujourd'hui, on ne sait pas la valoriser aujourd'hui pour vous ? C'est insuffisamment fait. Effectivement, l'exemple qui a été donné de la mise à disposition gratuite de données qui sont collectées à partir de programmes qui sont financés par le contribuable européen et que finalement des concurrents étrangers arrivent, eux, à partir de zéro, à utiliser ces données, à la valoriser, ça pose quand même un problème. Donc il y a énormément de ressources à tirer. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les exemples qu'a cité André, mais c'est un vrai défi. Et ensuite, alors pour être positif, c'est qu'il y a quand même des acteurs du spatial, on les appelle les gens du New Space européen, qui piaffent d'impatience pour pouvoir aussi avoir leur place sur le marché, ont développé des solutions techniques, mais qui, pour pouvoir devenir économiquement rentables, ont besoin d'avoir un marché de débouchés. Et là, la question qui se pose, c'est de savoir comment les crédits dont disposent les grands acteurs européens ou les acteurs nationaux peuvent être distribués de façon, je dirais, compétitive à tous ces acteurs pour irriguer un tissu d'entreprise. Faute de quoi, effectivement, on va continuer et on sera de plus en plus, malheureusement, enclin à devoir recourir à des prestataires de services étrangers qui, eux, auront su développer, quand je dis étrangers, c'est-à-dire non européens, auront su développer ces applications. Et c'est quand même un problème. Mais aujourd'hui, sur la question du financement, on a une espèce de bataille intestine, on peut peut-être l'appeler comme ça, entre est-ce qu'on va chercher du côté national ce coup de pouce financier, technologique aussi parfois, ou est-ce qu'on va le chercher du côté européen ? Et vient s'ajouter par-dessus cette question de compétitivité européenne que vous connaissez bien, puisque vous travaillez précisément sur les relations franco-allemandes aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est le frein principal au développement du spatial ? Je vous laisse commencer, puisque c'est votre domaine d'expertise, et vous enchaînerez, André. Alors, la question de la compétitivité, ça vient en grande partie du fait qu'on ne permet pas, compte tenu de la façon dont on répartit les crédits. Donc, André a mentionné la question du principe du retour géographique, mais c'est aussi la question de la façon dont on attribue on est dans une logique de subvention à des acteurs historiques du spatial qui sont issus de la branche aéronautique, défense. Les grands industriels, mais ça a tendance à changer. On a par exemple le plan France 2030 qui a fait un focus sur ces nouveaux acteurs aujourd'hui. Mais ça, c'est encore une fois à l'échelle nationale, c'est là que ça se joue. Oui, alors je ne voudrais pas rentrer sur le sujet France 2030, parce que c'est un sujet en lui-même, mais plusieurs choses. Un, l'aspect prospectif, c'est-à-dire que on a quand même le sentiment, et c'est pas lié au spatial, qu'on avait une Europe qui était très dans l'anticipation. Et alors, c'est pas Galileo qui a inventé le GPS, c'est le GPS il y a 60 ans, d'ailleurs, monté par notre grand modèle pour Jedi, qui est la DARPA. Mais Copernicus était vraiment une avancée en termes de prospective. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que sur toutes ces technologies, la capacité de rebattre les cartes est extraordinaire. Et ça, c'est un grand message d'espoir pour les Européens. C'est-à-dire que la bataille n'est jamais perdue, mais à condition de viser le coup d'après. La vraie question, c'est qui est capable de mettre en œuvre le coup d'après. C'est quand même de moins en moins les grandes institutions, publiques ou privées, qui ont forcément, et c'est bien légitime, leur propre business actuel. C'est malheureusement pas les grands groupes automobiles qui ont inventé le véhicule électrique. On a des nouveaux entrants. Tesla et BYD sont des très bons exemples. Et exactement la même chose sur le spatial arrive. Ensuite, deuxième chose, lucidité. Sur Copernicus, je crois qu'il y avait une clause, alors je ne sais plus si c'était 20 ou 30% de PME. Sauf qu'il y a eu quelques pourcents. Parce que ce n'est pas en disant on va confier 20% aux PME. Non, il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'exercice et vraiment mettre tout le monde sur un pied d'égalité. J'entends parfois que SpaceX, le succès, c'est des subventions du département de la Défense, mais rien n'est plus faux. C'est une capacité à accorder à un acteur qui n'avait pas encore un track record, une antériorité sur le lancement, la chance. Bon. C'est le fruit de la commande publique. Et c'est la commande publique, mais la commande publique intelligence au sens où la commande publique qui sait juger
Aujourd'hui, moi, je plaide, alors que je ne suis pas forcément un étatiste complet, je plaide pour qu'il y ait beaucoup plus de compétences. Aujourd'hui, la plupart des acheteurs publics, et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas ceux qui écoutent, ont perdu la compétence technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on ne sait pas très bien juger, notamment les sujets les plus disruptifs, eh bien, on va plutôt s'appuyer sur les acteurs existants parce que comme dit le fameux citation anglo-saxonne, on n'a jamais tort en choisissant IBM. Sauf que c'est pas IBM qui a révolutionné l'informatique. On a de plus en plus de contre-exemples quand même. Aujourd'hui, on a annoncé en actualité, alors juste après Vegacé et cloué au sol, on parlait du contrat de la start-up Dark avec le CNES. Par exemple, est-ce que ça fait partie des sujets qui doivent continuer à être poussés? Est-ce que c'est trop saupoudré? Mais on se fait plaisir. Je ne sais pas, je ne connais pas ce contrat en particulier, mais je pense que ça doit être un contrat de quelques millions, de quelques dizaines de millions d'euros. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que Thierry Breton, qui est très fier de sa nouvelle constellation satellite Iris Square, ou Iris 2, comme on dit, ou Iris Carré, eh bien, on mette réellement sur un pied d'égalité Thales Alenia Space, Airbus Défense, OHB, et également les autres. Sauf que, tenez-vous bien, il y a 2 ans, dans le premier appel d'offres, alors ça a créé beaucoup d'émoi. Notre appel d'offres a été sorti. Il y avait une toute petite clause qui disait seules les sociétés qui ont 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus peuvent participer. Caricatural. Alors, ça a été retiré entre-temps. Sauf que, voilà. Donc en fait, aujourd'hui, on ne va pas jusqu'au bout de l'exercice. On a beaucoup de mal, mais quelque part, c'est légitime. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on est rentré dans un monde de grands paris et que la puissance publique a plutôt tendance à dire, bon, c'est de l'argent public, donc il ne faut surtout pas prendre trop de risques. Mais je pense que c'est tout l'inverse. Ce n'est pas au privé de prendre tous les risques sur des sujets où il y a vraiment... C'est justement là que doit se concentrer le secteur. Donc il y a une vraie révolution copernicienne, pardonnez-moi, à faire là-dessus. Mais pour ça, il faut une stratégie de financement. Et alors c'est là peut-être que l'Allemagne aurait battu la France à certains moments. Disons qu'il faut faire... Et je pense qu'il y a un élément auquel il faut quand même prêter attention. C'est le fait que aujourd'hui, il y a des forces du marché qui piaffent en disant, nous, on veut aussi avoir notre place. On a des savoir-faire, on a des capacités, on veut pouvoir trouver notre place. Et si on prend l'exemple des lanceurs, puisque vous l'avez amené, et si on prend la question de l'Allemagne liée aux lanceurs, on se rend compte d'une chose, c'est que les Allemands ont développé des petits lanceurs qui sont aujourd'hui pratiquement en mesure de commencer une activité de tir régulier pour mettre en orbite des petits satellites en orbite basse. Et ils ont eu le soutien de la Fédération allemande de l'industrie. Et là, j'ai lu, il y a quelques jours, qu'un député libéral avait obtenu un financement de l'État fédéral pour développer une barge de lancement qui sera mise en mer du Nord, pour être en mesure de commencer des tirs avec ces petits lanceurs à partir de 2025. C'est l'objectif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une part, le marché, compte tenu de l'importance de des possibilités anticipées de gagner de l'argent et donc de se rentabiliser, va pousser en dehors des programmes. Et ça veut dire aussi qu'il y a un risque très important pour l'avenir des grands projets européens si on n'y prend pas garde. C'est-à-dire que pour le dire autrement, c'est un risque de renationalisation de certains projets, et notamment la question de l'avenir d'Ariane 6 une fois qu'elle arrivera en service. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des enjeux politiques, mais il y a aussi des enjeux économiques, et il y a des enjeux entre le public et le privé. Et donc ça, c'est un élément, je dirais, à vraiment avoir à l'esprit lorsqu'on parle de ces sujets. Faut-il renationaliser le secteur spatial? Ce sera peut-être la prochaine question qu'on se posera sur le plateau de cette émission Smart Space. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous. André Lezecroug-Pietri, je rappelle que vous êtes président de JEDA, l'initiative européenne pour l'innovation de rupture, qui a pour objectif de reproduire le modèle de la DARPA, si je reprends vos propres mots. Et vous, Éric André Martin, secrétaire général du CERFA, le comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut des relations internationales. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. À la production, Lily Zalkin. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.